Alors, est-ce que vous avez réussi dans la vie? Oui, je pense que oui, parce que j'ai dit toujours la vérité. Je me suis jamais dégonflé devant les puissants de ce monde. Elena, et qu'on finit avec 1 150 € par mois, c'est qu'on a réussi sa vie ou pas? C'est qu'on a été en dissidence et qu'on s'intéresse pas à l'argent. Je me sens, je dis, gaulliste de gauche, parce que M. Sarkozy n'a jamais été gaulliste, et que de gauche, parce que M. Hollande est un peu tiède. Oui, De Gaulle disait, vous savez, Ouais. être gaulliste, c'est difficile. Être de gauche, c'est encore plus difficile. Alors être gaulliste de gauche, bien, je choisis une voie difficile. Je m'engage, et comme d'autres devraient s'engager, à continuer à nous battre sur le front. C'est-à-dire à porter le flambeau. Et c'est le flambeau de la résistance. Et aujourd'hui, cette résistance, c'est la résistance à ce monde de la finance qui détruit tout, qui emporte tout et qui fait du saccage social. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus des hommes de caractère. On a dans le système occidental ce qu'on appelait à la fin de l'Union soviétique des hommes de caoutchouc. Et c'est le seul candidat qui a saisi la gravité de l'époque. J'ai peur d'une situation où il y a une désintégration financière dans le monde. J'ai peur d'une situation où ce genre de désintégration amène la guerre. Et pour ça, il faut faire quelque chose et réagir. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission du Jour se lève. Et avec comme invité ce soir quelqu'un qui est acteur de la contestation, de la résistance, de la révolution, du changement, qui a été aussi un des lanceurs d'alerte et depuis un bon moment, je dirais même plusieurs décennies. Bonsoir Jacques Cheminade, comment allez-vous? Bonsoir Jérémy Clément et bonsoir à tous. Et ça fait vraiment plaisir de vous avoir. On a eu l'occasion longuement d'échanger avec vous. Vous avez décelé les problèmes de la France depuis longtemps, je dirais depuis les années 70. Vous avez soulevé à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, vous l'avez soulevé des mois ou des années avant. Vous n'avez jamais été pris au sérieux. Non pas que ce que les gens ne vous prenaient pas vous au sérieux, mais tous ces réseaux et tout ce système financier et toute cette politique a tout fait pour que vous ne soyez pas entendu parce que vous gêniez. Et aujourd'hui, vous êtes encore là, après 3 campagnes présidentielles, après avoir lancé l'alerte sur la crise économique de 2008. Et, eh bien, on aimerait, pour ceux qui vous connaissent pas encore, que vous puissiez vous présenter, faire une rétrospective un peu de votre parcours et parler de vos combats. Ensuite, on se permettra de peut-être, s'il y a des questions pertinentes dans les commentaires, de faire intervenir directement, comme on aime le faire et on l'a pas fait depuis un moment en plus, 1 ou 2 intervenants, 3 intervenants pour qu'ils puissent vous poser une question directement sur tout ça. En tout cas, bienvenue, on est ravis de vous avoir et c'est à vous la parole. Alors, disons, toute ma vie a été en opposition aux intérêts financiers, monétaires, destructeurs. Pas par le plaisir de combattre, mais parce que eux constituent quelque chose qui s'est développé à partir, en particulier de 1971, quand le dollar n'a plus de lien avec l'or et qu'on a dérégulé, comme on dit. Il faudrait dire en français déréglementé. Et à ce moment-là, les pirates sont rentrés en scène et sont venus pire que les administrateurs d'avant, sont venus des pirates à partir des paradis fiscaux, à partir des grandes banques, les mégabanques du monde entier, qui ne sont plus nationales. La BNP n'est pas une banque française. Société Générale non plus, ce sont des banques internationales, multinationales. Donc, ce réseau s'est mis en place et a pratiqué la politique que nous appelons celle qui était la politique traditionnelle de l'Empire britannique. C'est-à-dire qu'on a des services de renseignement, on a des réseaux d'influence et on exerce une pression idéologique sur les gens pour qu'ils ne soient pas capables de se révolter. Et on bloque le compteur et on réussit peu à peu à faire que les gens soient dans un état de sidération et se disent ce que vous dites est très beau, mais ça ne pourra jamais être vrai. Donc on décourage les gens, on crée un pessimisme et l'étape ultime aujourd'hui, c'est l'homme décrit comme un pollueur, un prédateur dont il faut limiter ce qu'il fait dans la société. Alors par rapport à tout ça, novembre 2018, qu'est-ce que je vois? Le mouvement des Gilets jaunes sortir. Alors tout de suite, dans notre journal qui s'appelle Nouvelle Solidarité, on a publié un article qui date du 23 novembre, mais il a été écrit par moi le 18, disant « Servir le peuple, guérir la France ». Bien plus, je le lis, bien plus qu'une manifestation contre la hausse des taxes sur le carburant, c'est un cri de colère contre le mépris du travail humain qui a éclaté le 17 novembre, le cri de colère de la France des oubliés. Alors, j'avais moi-même annoncé en 2009 que ce cri de colère éclaterait un jour. Et quand je l'ai éclaté, j'ai dit, mais c'est formidable. C'est formidable parce que c'est ce que j'attendais toute ma vie. Alors, ça ne sera pas tout de suite, ça sera long, mais on a enclenché quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette triple crise terrible qui vient
la crise du coronavirus. On n'a rien fait qui puisse se préparer à y faire face, qui puisse nous préparer à y faire face. C'est très frappant. C'est pas que le financier ou le social ont causé le coronavirus. Mais une fois qu'il a éclaté, son extension, rien n'avait été prévu parce qu'on ne pense pas à l'intérêt, disons, des citoyens. Pas de masque, on sait, hein, pas de test, pas de respirateur, on n'est pas prêt, alors qu'il y a des personnels hospitaliers qui ont fait leur preuve et qui sont magnifiques. Donc, crise du coronavirus, ce que j'appelle le virus du coronavirus. Puis il y a le virus financier, encore plus grave. C'est-à-dire qu'on a une oligarchie qui fait de l'argent sur le court terme et qui cherche à rafler toute la mise. Ça s'appelle la géopolitique. Donc, virus financier, virus géopolitique, virus malthusien. On pense que la planète ne peut pas être peuplée, la pauvre planète, l'homme est un prédateur, il va réduire sa capacité à se développer, il faut réduire la population mondiale. C'est aller très loin. Quelqu'un comme le prince Philippe d'Édimbourg en Angleterre a dit qu'il fallait réduire la population du monde à 1 milliard et demi d'êtres humains et que lui aimerait renaître pour le bien des hommes, hein, sous forme d'un virus qui réduirait cette population. Lui, il a dit. Bill Gates n'a jamais dit comme ça. Philippe d'Édimbourg, oui. Ça ne veut pas dire que Bill Gates est bon, non. Mais il n'a pas dit comme ça, Philippe d'Édimbourg, oui. Et enfin, il y a le virus français. On ne résiste pas, on s'adapte, c'est le virus bureaucratique. Alors, j'ai vu tout ça très jeune, parce que je suis né en Amérique du Sud, sous le péronisme. Alors, je voyais sur les murs, dans l'Argentine nouvelle, les seuls privilégiés sont les enfants. Alors, j'applaudissais les mains, elle est formidable. Puis, vous voyez, dans la réalité, ça ne se produisait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était juste après la guerre, je suis pas jeune, mes parents sont venus en France sur un bateau qui s'appelait la Désirade. Et on arrive en rade de Dakar, et je vois des messieurs qui s'agitent et qui jettent des choses par-dessus bord, et je vois que c'est des pièces de monnaie. Alors je dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, reste là, ne bouge pas. Si, je veux voir. T'es têtu, hein. Il me prend, et je vois ces gens jettent des pièces de monnaie à des petits enfants africains qui plongeaient pour les attraper. Alors, il y a un monsieur qui dit, tiens, prends une pièce de monnaie et jette-la. Bon, je me suis sorti, je jeté hors des bras de mon père, j'ai jeté la pièce de monnaie sur le pont, j'ai dit, je ne ferai pas ça. Alors, je sais pas pourquoi, je m'identifiais à quelque chose qui me plaisait pas, qui me paraissait injuste. Et la deuxième expérience, dans le même voyage, on arrive en France, on arrive à Cherbourg à l'époque, il n'y avait pas d'autre port. Et on prend le train, et à ce moment-là, ça sent fort, ça sent bizarre, et j'ai dit, papa, je veux voir. C'était, et c'était Caen. Et Caen détruit. Et j'ai dit, qui a fait ça? Alors, il m'a dit, c'est des hommes. Et mais comment on a pu faire ça? Comment des hommes peuvent faire ça à d'autres hommes? Et là, ça a été, je crois, mes deux premières réactions devant une injustice que je trouvais non seulement abominable, mais stupide. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on faire des choses aussi bêtes? Comment des êtres humains peuvent faire des choses aussi bêtes les uns aux autres? Alors, à partir de là, j'ai cherché partout comment m'engager. Je me suis engagé à plusieurs reprises. Puis aucune ne m'a satisfait. Et j'ai rencontré cet homme politique américain, Lyndon LaRouche, qui m'a paru très intéressant parce qu'il allait au cœur du problème. Il allait au cœur du problème avec, je dirais, la même hardiesse, la même attaque que les Gilets jaunes y sont allés en France. Et j'ai vu à ce moment-là deux choses qui coïncidaient. D'un côté, ma jeunesse d'Amérique du Sud, cette volonté de justice, le fait que j'étais venu en France, parce que j'aimais la France, et peut-être quand on est né à l'étranger, français à l'étranger, on aime encore plus la France qu'un Français de France. Et d'un autre côté, je voyais tout à coup les Gilets jaunes utiliser Facebook, utiliser Google Maps, c'est-à-dire renverser des choses qui étaient faites contre le peuple pour en faire leur arme. Et en faisant leur arme, ils sortaient dans les ronds-points, exactement comme dans notre village d'Auvergne, notre petit village d'Auvergne, les gens sortaient leurs chaises et allaient discuter la nuit sur ce qui se passait dès que le printemps arrivait. Et il y avait une discussion sociale. Ce domaine social a été détruit aujourd'hui, et là, il réapparaissait. Et pour moi, c'était à la fois quelque chose qui allait vers le fondamental, et j'ai ici plusieurs textes des Gilets jaunes constituants, disant par exemple, qui est notre ennemi? Nous répondons, notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que la ramification partout dans le monde. Et là, il y a une rencontre. Et cette rencontre va être fondamentale. Et je pense qu'elle est là pour durer. La rencontre avec les idées qu'une organisation petite en nombre, mais allant au fond des idées, au cœur des problèmes, et ce qui se passe au niveau, je dirais, d'une insurrection et en même temps d'une camaraderie sociale nouvelle, là, il y a une rencontre, je pense, c'est formidable. C'est une belle introduction. Vous, Jacques, à titre personnel, on voit que dans le teaser qui annonce votre venue dans cette émission en direct, Bourdin,
vous prend en vous expliquant, en vous demandant en gros ce que vous pensez de votre carrière étant passé par l'ENA, mais ce que vous pensiez aussi de votre retraite qui aujourd'hui est à 1150 euros par mois. Et votre réponse, elle est exactement ce que beaucoup de citoyens contestataires aujourd'hui combattent. C'est qu'elle dit quoi cette réponse? Elle dit non, non, mais elle est à la hauteur de mes engagements contestataires et quant à l'argent, je ne m'y intéresse pas. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous faites partie de ces quelques poignées, Jacques, de résistants qui ont inséré le système, et qui malgré tout ont passé des décennies à le dénoncer d'une main forte et volontaire. Alors, je veux dire, franchement, je me fous pas du pouvoir d'achat. Avoir un pouvoir d'achat, c'est bien. Mais quand on fait aux autres des choses qui restreignent leur pouvoir d'achat, je veux pas avoir un avantage pour moi contre les autres. Et je veux pas être dans une situation où j'aurai l'impression que c'est au détriment des autres, contre les autres, que je fais. Vous savez, il y a des livres de Vincent Jover aujourd'hui qui décrivent très bien la situation. C'est les intouchables de l'État et les voraces. Et c'est ce qui se passe en France. Il y a une oligarchie publique-privée. Et vous avez 1980, les socialistes gagnent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nationalisent. Très bien. Mais c'est pas une nationalisation, c'est une étatisation. C'est-à-dire que on ne crée pas un pouvoir, une participation des citoyens au sein des entreprises nationalisées. On donne en réalité le commandement de ces entreprises nationalisées à des gens qui sont un peu les cousins germains, qui viennent du même milieu que ceux qui étaient avant dans le privé. Donc, on crée une oligarchie publique-privée, et cette oligarchie publique-privée, c'est celle qui a le pouvoir aujourd'hui, et elle rampe en réalité devant l'oligarchie financière mondialisée. Et le lien, je dirais, ce qui lie les deux choses, c'est l'euro. Voilà, c'est le système dans lequel on est. Vous aviez dit aussi, ouais, vous aviez dit aussi une phrase intéressante. Je vous ai entendu en parler ce week-end de vive voix et j'ai adoré cette phrase. Et je vous avais dit, je vais vous l'emprunter. Eh bien, je vais vous l'emprunter maintenant. Vous avez dit que non, vous avez dit que l'euro devrait être au service de l'humain et pas le contraire. Ben, il a été créé pour être le contraire. Hein. C'est ça le problème. Ah ben, C'est pas voilà. l'euro multinational, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, comme dirait Georges Boris, qui était le conseiller de la France libre et puis qui a été un ami de Mendes France, il disait si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et derrière la monnaie, il y a l'oligarchie, il y a la puissance financière. C'est exactement la situation d'aujourd'hui. Mais, et en même temps, on crée, ce qui n'était pas très conscient de ces gens-là, on crée une contre-culture, une sous-culture qui distrait les gens des questions fondamentales. Alors, ça peut être les jeux vidéo violents, ça peut être la finance verte, la finance, l'écologie dévoyée, ça peut être l'intérêt pour les petites choses, l'individualisme. On a bâti tout un système où le pouvoir d'achat réel des salaires a baissé dans les pays occidentaux, mais c'était compensé par deux choses, des objets obtenus à des prix très bas dans les pays d'Asie ou d'Afrique, et en même temps, le crédit. Et on a, disons, embringué les gens dans du crédit, et on les tient par le crédit et la peur que génère ce crédit. D'où une situation où une grande majorité des Français voudraient sortir de l'euro parce qu'ils n'aiment pas, mais en réalité, une grande majorité des Français ne veut pas parce qu'ils ont peur de ce qui se passerait s'ils en sortent. Donc c'est là que nous avons donné le sens de notre puissance, de notre pouvoir, et que nous avons un plan vers le futur. Qu'on ne fait pas comme le coyote de la farce, on ne saute pas dans le vide, au bout d'un moment, on regarde en dessous et on tombe. Non, on a un plan. Mais justement, on va en parler de ce plan. Avant le début de la crise sanitaire, vous avez déjà alerté les autorités. Et pour acter tout ce qui vous paraissait pertinent et logique de faire pour le bien du pays et de tous ses citoyens, vous l'avez acté dans un magazine. Vous appelez ça feuille de route. C'est un petit peu la trajectoire que vous, quoi qu'il arrive, vous allez suivre pour pouvoir aider votre pays et votre prochain. On peut en parler un petit peu, Jacques, de cette feuille de route. On va montrer l'encart. Voilà. Donc c'est ça. Vous nous en parlez, Jacques, s'il vous plaît. Alors c'est intéressant parce que vous voyez là les GI américains. Et il faut que cette libération par l'armée américaine et surtout par l'armée rouge, il faut dire la vérité, l'armée soviétique, qui a gagné Stalingrad, qui a gagné la bataille de Kursk, les chars, la plus importante en 1943 de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut comprendre que cela doit être recréé sous une forme pour aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi nous nous battons,
c'est que ce que Poutine a dit aussi de façon très intéressante, il a dit qu'il fallait que les 5 pays du Conseil de sécurité se rassemblent pour créer une stabilité, un développement mutuel dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, les Américains en particulier sont en train d'envoyer balader tous les traités de paix, tous les traités sur le désarmement qui avaient été signés. Et ils veulent imposer à la Chine, exactement comme on voulait imposer à la France à l'époque du général de Gaulle, ils veulent imposer à la Chine de rentrer dans ce traité pour qu'elle soit désarmée par rapport aux grands pays qui peuvent investir beaucoup, c'est-à-dire, et qui ont beaucoup, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, surtout les États-Unis. Les États-Unis investissent chaque année plus de 700 milliards dans les dépenses militaires. La Chine qui investit le plus après 200 et quelques milliards, et nous, quand on arrive à 40, 45 milliards, on trouve déjà que c'est beaucoup. Donc, il y a un pouvoir de l'argent. Et ce pouvoir financier, ce pouvoir de l'oligarchie financière qui vise un monde de pirates où il n'y a pas de frontières, pas de règles, où elle peut régner, est soutenu par à la fois Silicon Valley, c'est-à-dire tout ce qui est financé par DARPA, l'organisation de l'armée américaine, de Silicon Valley, qui est tout le numérique, avec lequel on peut jouer en bourse, jouer partout à la vitesse de la lumière, c'est financé par ça, et aussi protégé par les forces armées, en particulier les forces armées américaines, complètement dévoyées du rôle qu'elles devraient jouer. On le peut appeler ce que Eisenhower en 1961, mettait en garde sur le pouvoir du complexe militaro-industriel. Moi, je dirais militaro-financier aujourd'hui, c'est encore pire. Et voilà, c'est ce monde-là dans lequel nous sommes, et tous ceux qui s'y opposent doivent avoir, disons, quelque chose qui puisse les rassembler. Alors, notre feuille de route, soyons résolus de ne plus servir l'oligarchie. On reprend ce que disait la Boétie au XVIe siècle, soyons résolus de ne plus servir et nous serons libres. Donc, et que faire? Réparer d'abord, mais ça ne suffit pas. Réparer, c'est avoir tout cet argent de dingue, ce pognon de dingue qu'on verse. On peut avoir dit c'est impossible, il n'y a pas d'argent, le pognon de dingue. Mais c'est simplement pour réparer, pour maintenir le système. Ce qu'on appelle, les Américains appellent ça le recette. Donc, la recette, c'est la recette de l'oligarchie. Et puis, il faut surtout reconstruire. Alors, reconstruire, ça veut dire redonner le pouvoir au peuple, par le peuple, sur les institutions financières. Si on ne fait pas ça, et ces institutions financières sont aux mains de l'oligarchie, ben, on n'exercera jamais un pouvoir, parce qu'ils tiendront le timon, ils tiendront le manche de pilotage de l'avion, si vous préférez, pour revenir à notre époque, ou, je sais pas, la direction de la fusée. Voilà, ils tiennent le pouvoir. Donc, pour le sortir, il faut une séparation bancaire, c'est-à-dire les banques de dépôt et de crédit, qui ont des fonctions utiles, doivent pouvoir tenir, mais l'État ne doit plus jamais financer celles qui spéculent sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on a fait une seule et unique banque, on appelle ça la banque universelle, où on pompe l'argent des gens pour le faire spéculer sur les marchés financiers. Qui l'a fait? En 84-85, Mitterrand et Jacques Delors. Donc, il faut dire les choses bien comme elles sont. Ce n'est pas la droite. La droite a soutenu, la droite était d'accord, bien sûr. Mais c'est cette gauche dévoyée. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a masqué ça sous le nom d'Europe. Alors, sous le nom d'Europe, il y a des lois, c'est dont on parle de 73, mais il y en a deux plus importantes qui sont dans notre projet de 93 et 98. Elles disent, ces lois, eh bien, personne ne peut donner d'ordre à la Banque de France, à la Banque centrale. La Banque centrale est complètement indépendante. Ça veut dire que c'est les banquiers qui mènent le jeu, comme on le voit avec la Banque centrale européenne. Et on dit aussi que la Banque centrale ne peut pas avancer d'argent à l'État. Donc, qui avance l'argent? Les banques. Et qui soutient les banques? La Banque centrale européenne et les banques nationales. Donc, on a un système qui repose entièrement sur une oligarchie financière qui contrôle les banques. J'ai rien contre les banques quand elles fonctionnent comme des banques. On peut les combattre, on peut ne pas les combattre, mais elles fonctionnent comme des banques. Là, ce ne sont pas des banques. Ce sont des émanations d'une oligarchie qui fonctionnent pour plumer et les entreprises et les travailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau international. Donc, c'est contre ça qu'on doit s'unir. Quelles que soient des divergences d'opinion, il faut, sur des questions secondaires ou relativement secondaires, il faut une union contre le système qui pèse sur nous. Ça suppose une banque nationale, interdite par l'Union européenne, ça suppose du crédit public, interdit par l'Union européenne, et ça suppose toute une politique de participation des citoyens à ce pouvoir. C'est parce que l'Union européenne interdit cela, ne le permet pas, qu'il faut rompre avec l'Union européenne, avec l'euro et avec le bras armé qui est l'OTAN, parce que là aussi il y a un bras armé. Mais c'est pour cette raison fondamentale, pour faire quelque chose de meilleur, pour quelque chose de bien, pas simplement
comme disait De Gaulle, pour les envoyer se faire foutre. Il faut quelque chose de plus, il faut avoir un plan. De Gaulle, d'ailleurs, en avait un. Il avait l'entente, la détente et la coopération. Nous, il nous faut l'avoir aujourd'hui au niveau du monde et au niveau de la France. Ce qui suppose qu'on change d'équipage dans le contrôle de l'État. Tout le monde dit Macron démission, Macron démission. Je veux bien. Mais derrière Macron, il en viendra un autre, il peut en produire. Donc, évidemment, la démission de Macron serait symbolique, mais ils peuvent encore en produire. Et leur pouvoir, c'est un pouvoir de production de ce type d'individus. C'est les grands corps de l'ENA, où les gens deviennent banquiers d'affaires, où les gens deviennent cette oligarchie publique-privée, où un fonctionnaire du Trésor, on retrouve quelques mois après à la tête d'une entreprise privée qui traite la même question quand il était fonctionnaire du Trésor. Il faut interdire tout ça. Il y a toute une politique d'interdiction de ces choses-là. Donc, on a un pouvoir. Et si vous ne décrivez pas ce pouvoir, si vous ne décrivez pas exactement ce qu'il est, vous pouvez pas parler tant que vous pouvez de justice sociale, d'humanisme, et des mots qui vous volent d'ailleurs. Macron les vole constamment. Mais ça ne veut plus rien dire. Il faut parler d'une question concrète, où il est ce pouvoir, le définir, et le définissant bien, le combattre. Et j'ai des amis gilets jaunes constituants qui commencent à établir une feuille de route sur l'annulation des dettes qui est très intéressante. Oui, on en a entendu parler. Ils sont venus à vous justement comme nous on est venus à vous parce que on savait que vous faisiez partie de ces résistants qui combattent toutes ces inégalités, toutes ces injustices et qui avaient décidé de prendre le problème directement à la source pour qu'on puisse les régler les uns après les autres et qu'on en soit sûr. Comme vous le dites, aujourd'hui c'est Emmanuel Macron, demain ça peut être un autre ou une autre, ça changera rien tant qu'on redéfinit pas des règles, tant qu'on s'appuie pas sur ce qui est fort dans la Constitution, qu'on renouvelle pas ce qu'il faut dans cette Constitution. On sait que l'homme, la femme, on sait que l'être humain est corruptible, donc c'est aussi pour ça qu'on en est là. Là où c'est triste, c'est que plusieurs générations comme la mienne ont abandonné leurs devoirs civiques et politiques en s'en cantonnant uniquement pour certains à mettre un bulletin dans une urne où on élit un nouveau maître qui nous a vendu du rêve pendant quelque temps, le temps d'une campagne. Si on pouvait, aujourd'hui, il y a pas mal de gens convaincus qui nous suivent, mais on a aussi des gens qui sont sceptiques par l'image qu'on peut véhiculer, sceptiques par les propos qu'on tient. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Jacques, à toutes les personnes qui sont pas encore convaincues que leur vie ne les appartient plus, que on est dédié à être amené en esclavage de plus en plus, qu'aujourd'hui ça comprend les smicards et en dessous, mais on sait très bien qu'à terme ça comprendra aussi les cadres et les cadres sup. Ne soyons pas stupides. On voit bien toutes les réformes et les ordonnances qui passent. Ça ne va à l'avantage que de ceux qui gagnent 10 000 euros au plus à ce jour. Donc, tant mieux pour eux. Mais qu'est-ce qu'on dit aux autres? Comment on peut faire ouvrir les yeux et impliquer les gens dans quelque chose de constructif qui nécessiterait qu'on n'est ni dans la défiance, mais bien dans le monde de demain? Alors, de ce point de vue-là, l'ennemi, c'est l'oligarchie financière, bien sûr, avec ses armes. Mais il y a quelque chose qu'on généralement néglige, c'est que la bataille, elle est dans nos esprits. La guerre, elle se livre à l'intérieur de nos esprits. Et ces esprits, l'oligarchie financière essaye d'occuper le temps libre, comme l'avait dit quelqu'un, dans nos esprits, pour les manipuler. Alors on pourrait dire que c'est un bombardement idéologique, on pourrait dire que c'est un lavage de cerveau de masse. Ça l'est. Alors comment? Pas en vous disant ce qu'il faut faire, mais en vous donnant l'impression qu'on ne peut pas faire autre chose que eux font. Margaret Thatcher l'avait très bien dit quand elle disait Tina, Tina. Ça voulait dire en anglais there is no alternative. Il n'y a pas d'autre choix. Et les gens pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir qui leur donne de mettre en place un autre choix. Et on désoriente les gens aujourd'hui dès leur enfance. Vous avez tous les jeux vidéo qui créent en même temps une addiction et une frustration pour les enfants. Donc les enfants rentrent dans cet univers-là et ça devient très difficile de voir vraiment ce qui est réel et ce qui se passe dans l'univers réel. On les désoriente dans un univers virtuel. Et c'est très politique, et c'est voulu. Si beaucoup de jeux vidéo violents ont été conçus aux États-Unis par les services de l'armée américaine, quelqu'un qui s'appelle Grossman l'a dit là-bas, ces services de l'armée américaine qui voulaient désinhiber les soldats américains pour qu'ils tuent. Parce que les soldats américains étaient des gens du peuple, et on avait mesuré que seulement 15% tiraient pour tuer, les autres étaient bloqués. Donc il fallait les débloquer. On a fait ces jeux vidéo, je ne veux pas dire que ce soit exactement la même chose, mais c'est des dérivés. Et c'est des dérivés qui sont faits pour créer
un univers dans lequel on nique l'autre automatiquement, on l'élimine, et pas un univers dans lequel on fait quelque chose ensemble de positif qui change la règle du jeu. Et il y a aussi la séduction par les produits de consommation. Si vous lisez, je sais pas, Femina, le supplément des journaux du dimanche, si vous lisez Elle, si vous lisez Cosmopolitan pour les classes supérieures, vous avez toute cette séduction d'une forme de consommation qui vient se substituer littéralement à la création humaine, à la production, et qui vous manipule par les sens, par les perceptions des sens, au lieu d'aller au fond des idées. Et moi, je pense que c'est sur le plan des idées que se joue la grande bataille de l'époque. Ok. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, qu'il ne le serait pas. On parle beaucoup d'union en ce moment, que ce soit les Gilets jaunes, les citoyens, certaines personnalités politiques, comme vous, parlent énormément de convergence. Bon, avec vous, c'est un peu plus facile quand même, parce que le pouvoir au peuple est par le peuple. Vous n'avez pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour commencer à vous battre pour ça. Vous avez longtemps, ça fait des années qu'on vous entend dire que la politique devrait être au service de ses citoyens et au service de son pays, et pas l'inverse. Comment il va se passer beaucoup de choses. Par exemple, nous, dimanche, on va annoncer un petit peu où on en est sur tous nos projets. Donc, on avait imaginé une grande manifestation en septembre de convergence avec un seul message qui serait suffisamment audible pour qu'on se fasse entendre. On a été un peu présomptueux, moi le premier, on a imaginé plutôt transformer tout ça en un grand rassemblement de coordination, c'est-à-dire qu'on va se réunir dans la rue, mais avec une sécurité, et de manière à essayer de faire passer un seul message, mais aussi pouvoir finir de faire présenter tous les acteurs du changement, que ça soit dans un domaine démocratique, ou d'information, ou de structuration, ou de mode opératoire d'action, dans lequel il y a déjà des associations, donc police, pompiers, personnel hospitalier, gilets jaunes, citoyens, etc., et représentants politiques qui seront présents. Mais on a imaginé aussi aller beaucoup plus loin. Maintenant, ma question est la suivante. Quelles sont, dans les 6 prochains mois, les actions et la coordination qu'il faudrait faire pour arriver à réconcilier les Français et ne pas laisser ce plan démoniaque du gouvernement se mettre en place pour une dictature qui la mettrait à l'abri jusqu'à la fin de son quinquennat? La première chose, c'est qu'on a essayé de faire passer les gilets jaunes. Pour moi, quand je regardais certaines manifestations, je suis dans un jeu vidéo violent. Et des forces d'extrême droite, d'extrême gauche les ont manipulés. Il y a non seulement on essaye d'orienter les forces populaires, authentiques vers la violence, mais aussi vous avez toute une idéologie qui accompagne ça et qui est très forte. Et ils volent les mots. Je prends les 2 exemples de la présidentielle. J'ai entendu Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous 2 dire il y a le principe dans notre Constitution de l'article 2, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ils le disent. Ça les gêne pas. Ça les gêne pas et ça les gênera seulement lorsqu'ils verront que c'est vraiment le peuple qui se bat pour ces pouvoirs-là et qu'il a des idées, qu'il a une vision, qui pense au futur, qui pense à ses enfants et à ses petits-enfants, qui pense pas seulement, je dirais, c'est très dur parfois, je sais, qui pense pas seulement à sa fin de mois, auquel il doit penser, bien sûr, mais pas seulement, et qui pense pas seulement à ce qu'il pourra acquérir et à ce qui lui donnera un statut. Il faut penser en termes, je dirais, de l'intérêt national, le bien commun, le bien public et les générations futures. Et c'est dans tous les cas ce qui a fait qu'on n'a pas divergé, on ne s'est pas fait avoir dans l'histoire. Alors évidemment, les formes de manifestation, c'est pas à moi de dire ce qu'il faudrait faire. C'est à vous de voir comment vous pourrez le faire et comment vous devrez le faire. Mais c'est à vous. Parce que la forme que ça prend, la tactique doit être définie par un peuple dont on ne sait pas. À un certain moment, on ne peut pas savoir. Rosa Luxembourg, qui était quelqu'un de tout à fait honnête dans l'extrême gauche de son temps, d'ailleurs elle a payé de sa vie, elle disait à des moments, elle appelle ça une grève de masse, il y a des moments où on ne sait pas où ça va, mais on sait que c'est très, très, très important et très fort. Et ça dépend des auteurs qui feront ce qu'il faut faire. Il y a quelques personnes, peu de l'extérieur, leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, à la française. C'est-à-dire qu'on doit inspirer.
et on doit inspirer par des idées. Et votre manifestation doit être une manifestation qui tire les leçons de l'expérience de novembre 2008 jusqu'à fin 2019, je dirais pratiquement, et qui a continué, qui continue maintenant, et qui doit prendre des formes. Disons que les services de sécurité que vous créez devront contrôler et devront montrer comme quelque chose que les citoyens perçoivent comme juste et qui ne cherchent pas à détruire l'autre, mais qui cherchent à l'élever et à l'inspirer. Et là, c'est gagné, à mon avis, parce que les gens attendent que ça. Vous allez voir, ça va être terrible cet automne. Je parlais d'un automne meurtrier. Il y aura une crise internationale très grave, je ne sais pas comment elle sera contrôlée, il y aura le saccage social, il y aura un effondrement financier. Et certains veulent créer une situation aux États-Unis telle qu'on tire les tapis sous le pied de Trump, mais pas seulement de Trump, en créant une baisse des bourses de 30% au moins, créant un désarroi complet. Et vous savez, dans ce chaos, on cherche à imposer une forme d'ordre nouvelle, encore pire que l'ordre existant. Donc il faut que de notre côté, on assure que l'alternative, c'est pas ça. L'alternative, c'est nous. C'est nous avec ce que je vais essayer de dire à mes amis de Paris, avec un cœur chaud et une tête froide. Eh oui, il y a des messages à faire passer. Aujourd'hui, nous, les freins qu'on rencontre en interne pour les convergences, c'est déjà c'est une question de mentalité. Ça fait quand même des années qu'on n'a pas été habitué à s'écouter et à se respecter. Chacun est resté dans sa bulle pendant longtemps, ce qui est compréhensible puisque cette mondialisation nous a fait fonctionner comme ça. Et comme on s'y intéressait pas, bon bah voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On sait qu'il y a de l'argent. Il suffit de parler d'évasion fiscale. Il suffit de parler de taxes qui ne vont pas forcément pour le bien collectif. Il suffit de parler des privatisations qui sont faites sur des choses qui rapportent de l'argent. Il suffit de parler des promesses faites, des chiffres annoncés. On peut prendre, on a écouté Emmanuel Macron encore hier nous dire oui, j'ai écouté les gilets jaunes, fin du monde, fin du mois, même combat. La preuve, l'article 1, on va faire un référendum le plus vite possible là-dessus. Mais pourquoi il ne prend pas l'article 2, 3, 4, 6, 9, 12 et pourquoi il ne nous propose pas un référendum pour la modification de l'article 89 qui reviendra à séparer les pouvoirs de l'exécutif et à les redonner au peuple? En gros, il utilise ça un peu comme ça le chante et ce qui lui plaît pas, il le prend pas. Il faut que vous compreniez, les amis, aujourd'hui, que dans l'Union, on va avoir besoin, pour s'unir, de gens déter, de gens en colère, de gens construits, de gens hors système, de gens du système, et on va avoir besoin de tout le monde. Tout le monde pour porter le même message. Et aujourd'hui, on a la chance, vous le voyez semaine après semaine, et pas que chez nous, qu'on a des personnalités comme Jacques Cheminade qui aujourd'hui sont dans le combat. Jacques est organisé pour mener le combat de front avec son équipe sur toutes les échéances qu'il le souhaite. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnages comme Jacques qui se mettent au service des citoyens. Il nous a parlé des constituants. Aujourd'hui, c'est le jour se lève. Demain, ça peut être un autre groupement citoyen. L'idée, c'est vraiment l'union parce que on bénéficie du nombre. On a les idées, on en parle assez. Les projets ont été mis sur la table de toutes parts. Et le plus important, c'est quoi? Si on fait des émissions comme celle-là, c'est pas que pour présenter des personnages du combat, c'est aussi pour vous montrer les opportunités qui s'offrent à des citoyens lambda comme nous tous, que des gens du système le combattent depuis plus longtemps et se mettent au service de toutes ces causes. Et aujourd'hui, on est conscient qu'on peut régler beaucoup de problèmes, énormément de problèmes, ne serait-ce que sur la séparation des pouvoirs. Tout n'est pas pourri dans notre monde, dans notre système. Ce qui est pourri, c'est les gens. Ce qui sont pourris, c'est les lois qui sont faites pour continuer de mettre en esclavage et de nous empêcher de réfléchir, de nous aliéner. Alors unissons-nous. J'ai envie de vous dire, vous Jacques, ça fait combien de temps que vous dénoncez, que vous combattez cette finance? Combien de temps? Je dirais plus de 50 ans. Mais toujours, je devrais dire toujours, à ma façon. Mais je crois qu'il faut bien penser les choses. Les bons boxeurs, ce sont ceux qui ont reçu beaucoup de coups et qui sont encore debout et qui savent les rendre. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et il faut voir qui l'oligarchie a attaqué et quand ceux-là ont parlé. Nous, très tôt,
avant que beaucoup d'autres qui parlent aujourd'hui l'aient dit, on a dit en 1986, quand il y a eu l'acte unique européen, acte unique, actinique, c'est ce qu'on disait. Et on s'engage dans une voie où on appelle Europe quelque chose qui n'est pas l'Europe, qui est la trahison de l'idée même d'Europe, qui est la mise en place d'une roue de secours du système financier et monétaire international. Et l'Europe, ce sera cette roue de secours, ce sera la bureaucratie de Bruxelles et de Strasbourg qu'on met en place. Et on entraînera tout le monde dans ça. C'était le rôle de François Mitterrand de le faire, d'ailleurs, et d'autres. Hein. Mais lui a joué un rôle fondamental parce que les gens croyaient en lui, croyaient en son message, et ils ont fait cette adaptation à l'Europe et à l'oligarchie financière de manière progressive et avec un langage qui ne permettait pas aux gens de comprendre. Aujourd'hui, ce qui nous tombe dessus permet à tout le monde de comprendre et c'est le moment de réagir. Eh oui. Je voudrais revenir sur cette fin du monde, fin du mois, ou plutôt cette fin du mois ou fin de vie. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail sur ce qui nous attend un petit peu à l'automne? Parce que nous, au sein du Jour se lève, on est depuis plusieurs mois, on essaye de travailler au pouvoir d'achat en essayant d'amener les gens sur un petit peu plus d'autonomie. Donc, je pense à Desjardins, je pense à plein d'autres sujets. À quoi il faut s'attendre très concrètement, d'un point de vue financier, d'un point de vue des libertés, en ce qui concerne cette crise financière et cette crise sanitaire qu'on nous annonce en deuxième vague pour octobre. Donc, c'est marrant, ils l'ont déjà planifié, hein, c'est planifié. Alors, l'INSEE, la Banque de France et Macron ont dit entre 900 000 et 1 million de chômeurs de plus. Ça sera plus. Bon, c'est énorme, c'est un saccage social. Et ils présentent des options comme le système ARM qu'ils présentent pour dire voilà, pour éviter le chômage, vous devrez accepter de gagner moins. L'État compensera une partie de ce que vous perdrez, ça ira aux entreprises, hein, surtout aux grandes entreprises. Mais vous perdrez un peu. Chacun y perdra un peu. Et on ne voit pas les fortunes immenses qui ont été réalisées sur les marchés financiers. Et ces fortunes, c'est des gens qui jouent à la hausse, qui jouent à la baisse, dans un marché qui fluctue tout le temps. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend tout le temps. Tout le temps. Ça monte surtout. Parce qu'il faut créer l'apparence d'une société financière qui marche. Elle ne marche pas du tout. Par rapport le prix des actions, par exemple, par rapport aux bénéfices que permet d'avoir ces actions, n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire. Ça n'a plus aucun lien avec la réalité. C'est les banques centrales, avec leurs algorithmes, avec le numérique, qui mènent le jeu. Et on est dans un jeu qui se fait toujours au détriment des peuples, qui est créé pour eux l'austérité financière et pour qu'eux, ils sont en place les gains que permet ce système. Alors, il y aurait une mesure même très simple, hein. Vous faites tous les jours un fixing, un prix en bourse, tous les jours un seul. Et à partir de ce moment-là, c'est une mesure très simple, on peut plus spéculer à chaque instant. Ça ne résout pas le problème, mais ça permet de le limiter. Jamais on vous en parlera, jamais on vous dira ah, c'est impossible, c'est la spéculation qui aide à l'économie. Ça, on l'entend partout, hein. C'est nécessaire, ça fait bouger l'argent. Et c'était la même chose que disait Michel Camdessus, qui était au Fonds monétaire international, Jacques Delors et l'OCDE à l'époque, Sharansky. Tous disaient à l'époque, on va attirer de l'argent en France et avec cet argent, on fera le développement économique, on fera l'industrie, on fera l'agriculture. On a vu, on a détruit l'industrie, on a détruit l'agriculture, au moins les agriculteurs et les travailleurs, et on a fait un système qui est un système de vol organisé. Voilà ce qu'on a mis en place. Parce que c'est un système organisé pour le vol. C'est pas par hasard, c'est pas qu'ils ont fait une erreur. C'est que c'était organisé de cette façon. Certains étaient dupes, certains n'étaient pas clairement conscients de ce qui se passait. Comme Jacques Delors qui dit, je reconnais plus mon euro, je reconnais plus mon euro. Oui, il aurait dû reconnaître plus tôt, ayant les compétences qu'il avait. Donc, ces gens-là, certains ont triché, d'autres ont fait preuve de ce que j'ai appelé une négligence criminelle. C'est comme pour le coronavirus, la négligence criminelle. C'est criminel d'avoir laissé un pays dans l'état où il était, sans, alors tout le monde savait qu'il fallait organiser un stockage pour faire face à une pandémie. Tout le monde le savait depuis 20 ans. On l'a dit en 2009, on l'a dit en 2010, ça a été dit en 2017. Alors on dit, je savais pas. Bien sûr qu'ils savaient. Mais pour eux,
voir quelque chose d'imprévu qui met en cause leur système, et c'est leur faiblesse, hein, leur grande faiblesse. C'est comme leur peur devant les gilets jaunes. Vous l'avez vu à l'époque. C'est que quelque chose qui arrive d'imprévu ne correspond pas à leurs règles du jeu. Et là, ils commencent à avoir peur, ils ne savent pas comment réagir. Et c'est là qu'il faut présenter l'alternative vraiment positive pour montrer aux gens qu'on sait où on va, qu'on sait comment on va y aller. On ne connaît pas tous les détails de la route, mais on a pris le bon chemin. Et ceux qui sont en place, s'ils voient ça, à un certain moment, ce système, je l'espère, s'effondrera comme le système de l'Union soviétique s'est effondré. On le souhaite tous. J'aimerais qu'on puisse passer, il y a un magazine notamment que vous avez écrit, j'aimerais qu'on puisse le montrer. Si toutefois des personnes qui regardent cette émission en direct veulent intervenir directement, discuter avec Jacques Cheminade, c'est possible. On l'a pas fait les dernières fois, mais c'est des oublis. On reste des citoyens comme vous, engagés, bénévoles, qui essayons de tout donner pour essayer de changer ce monde, en tout cas servir de contre-pouvoir, mais aussi en travaillant avec des personnes construites pour proposer le monde de demain. On est tous d'accord pour dire qu'il y a des abus. Moi, la seule chose qui me fait peur, Jacques, c'est qu'en fait, j'ai peur que dans tout ça, toutes les victimes de ce système, je pense notamment à la répression qu'il y a pu avoir dans la rue, où il y a quand même eu 26 mutilés, des centaines de blessés, on a des milliers de personnes en prison. Si ces gens-là ne récupèrent pas, je veux dire, des excuses seront légères, mais au jour d'aujourd'hui, toutes ces personnes-là, elles peuvent même pas s'attendre à un mot d'excuse ou à ce que ce qu'elles ont subi soit mis sur la place publique pour que les gens qui sont responsables, je pense à l'ancien ministre de l'Intérieur, mais je pense aussi au préfet de police actuel, je pense à l'exécutif qui a fermé les yeux. Va falloir aussi, pour qu'on calme le jeu et qu'on puisse avoir une colère constructive, que ces gens-là aussi aient une réponse un jour sur tout ça, parce que c'est des gens qui sont allés dans la rue, aussi bien pour eux que pour les autres, pour dire on veut mieux vivre, on veut vivre décemment de notre travail et on veut avoir un avenir. Comment ça va se passer à votre avis tout ça? C'est compliqué, hein? Parce que on parle des zones de non-droit dans les banlieues, d'accord? Mais le non-droit, les zones de non-droit, elles sont dans le pouvoir, elles sont au sein du pouvoir, parce que un système produit des lois, ils doivent en grande partie le servir. À un certain moment, ses propres lois ne lui conviennent plus, donc il les viole. Et là, on est là aujourd'hui, donc il faut évoquer des sujets comme par exemple les intérêts fondamentaux de la nation pour la dette, en disant l'endettement est contraire aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est vous qui avez mis dans le code pénal ces intérêts fondamentaux de la nation, dans le livre 4. Eh bien, pourquoi vous n'agissez pas pour les préserver? Trichez. Vous trichez contre vos propres règles, vos propres lois. Et ça, il faut l'exposer au peuple. Parce que en France, on a une qualité, on n'aime pas les tricheurs. Ouais. Et je crois qu'il faut montrer qu'on a à la tête de l'État des tricheurs, ou comme Macron, un acteur. On avait l'impression d'un acteur qui joue son rôle dans un jeu de rôle. Donc, il y a aussi un autre point qui me paraît essentiel, c'est la maîtrise du langage. Vous voyez, les gens en place maîtrisent une sorte de discours qui peut faire illusion pour certains. Et il faut détruire ces illusions. Ça commence à la maternelle. À la maternelle, aujourd'hui, vous avez trop d'élèves, trop d'enfants par classe, et vous avez surtout des gens qui viennent avec 200 mots et d'autres avec 1000 ou 1200 mots. Donc, il faut quelque chose qui excite leur imagination, qui excite leur capacité créative, leur pouvoir créateur. Il faut exciter la création. Et je crois que vous qui avez cette impulsion-là, vous devez la répandre partout. Les gens doivent aimer créer, doivent aimer bouleverser les règles du jeu quand elles sont injustes. Pas pour le plaisir de bouleverser, mais pour aller vers un monde plus juste. Et ce qui a perdu la Révolution française, c'est lorsqu'on a substitué à cette éducation du peuple la guillotine. Et là, il faut punir dans certains cas, mais pas avoir l'idée que punir suffira. Il faut avoir un projet et un programme. Certains l'avaient pendant la Révolution française, mais ils n'ont pas pu le défendre. Pourquoi? Parce qu'à la Révolution française, il y avait à peu près seulement 25% qui savaient lire et écrire. C'était très peu. Et on a pu entuber les autres. Les autres, les lancer dans des aventures comme celle de Vendée, du côté
des réactionnaires de l'oligarchie, et puis le peuple, le maître des hommes au bout de pique, comme à la prise de la Bastille. Donc, on a créé un goût de sang, un goût d'affrontement. Là, la grande occasion est offerte parce que plus que jamais, tout le monde, finalement, c'est pas seulement lire et écrire, mais a pu être informé, notamment à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont bien des problèmes, mais au moins, il y a une information qui circule. Et quand les gens verront que quelque chose peut les rassembler par rapport au bout d'informations qu'ils ont aujourd'hui eux-mêmes vues et qu'ils n'arrivent pas à mettre ensemble, quand ils verront que quelque chose peut les rassembler, ça donne une occasion de ce que nous appelons l'unité, hein, une unité avec un dessin, avec un projet, et qui voit long. Macron a été malin hein, quand il a dit la vision, la vision, la vision. Il essaye d'occuper le terrain avec des mots, mais on voit bien que c'est que des mots. Eh oui, eh oui. Comme l'argent mis sur la table, hein, tout cet argent mis sur la table, combien y aura-t-il réellement? Comment ça va être financé? Parce que pour l'instant, il fait que augmenter le taux d'endettement de nos enfants à la naissance. Hein. Au lieu d'être endetté de quelques dizaines de milliers d'euros, ça sera peut-être 100 000 euros ou 150 000 euros. Ça ne pourra pas exister. Tout système comme ça ira vers une annulation de dette. Ça veut dire au profit de qui? Aux États-Unis, il y a déjà des gens qui disent aux gens qui ont le pouvoir, achetez des logements, achetez de l'or, achetez des bitcoins, achetez des refuges et vous garderez la puissance. Pour les autres, qu'ils aillent se faire fiche. Donc, c'est une vision des gens en place qui déjà préparent un monde dans lequel ils veulent conserver ce qui aura pour eux de la valeur et qui ne produit rien. Rien. L'or, ça ne produit rien, le bitcoin, ça ne produit rien, et un logement, ça ne produit rien. C'est nécessaire pour les êtres humains, mais ça ne produit rien. Donc, il faut redonner un sens à ce qu'est vraiment la production. On parle de décroissance, de décroissance. On y est déjà dans la décroissance physique, réelle. On est dans une croissance financière sans précédent. Mais il y a une décroissance de ce que l'homme produit pour son bien. Dans les hôpitaux, on a, regardez, là, les soi-disant, enfin si, les 180 euros qu'on donne d'augmentation. Bon, ça ne rejoint même pas le niveau de l'Union européenne. Les 300 euros qui étaient réclamés par les soignants, c'était rejoindre le niveau de l'Union européenne pour les médecins et surtout pour les infirmières et les aides-soignantes. Ils ont absolument besoin de ça pour mener une vie digne, en particulier dans les villes. On ne fait pas un moratoire sur le nombre de lits, même pas un moratoire. On réduit le nombre de lits. Donc, ces gens vont bosser encore davantage. Oui. On ne fait pas. Il y a les médecins qui sont dans un conseil au sein des hôpitaux et il y a le directeur de l'hôpital qui est un manager. Donc, le manager, il fait des économies, il a une gestion financière, comptable. Et les médecins, peu à peu, s'adaptent. Donc, il faut redonner le pouvoir aux soignants. C'est ce qu'on dit. Tous les comités, toutes les coordinations. On ne l'a pas fait. Donc, ce Ségur de la santé, c'est une grande tricherie, c'est un grand entubage. C'est quelque chose qui, on essaye d'acheter les gens avec peu, et vous avez des syndicats qui sont complices. Je dois dire, la CGT et Sud ne le sont pas. Donc, je dis ça pour bien situer les choses. Je ne veux pas dire ceux qui le sont, mais je veux dire ceux qui ne le sont pas. Plus les coordinations, tous les secteurs. Donc, il faut redonner à tous ces gens qui ont manifesté d'ailleurs le 14 juillet, il faut redonner à tous ces gens une espérance que ça peut changer et que une impulsion du peuple, d'un peuple qui connaît bien comment ça se passe et a toute la capacité de changer parce que les gens qui sont en place, l'oligarchie financière, elle est forte avec ses règles et son secteur. Elle est de plus en plus faible par le nombre et elle est faible parce que elle ne contrôle plus les mécanismes qui la permettent de rester en place. Les abstentions, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les gens n'y croient plus. Donc, si les gens n'y croient plus, il y a un problème pour les gens qui sont en place. Ça veut dire aussi le vote écologiste. On n'a pas voté, peu ont voté parce qu'ils sont écologistes, mais ceux qui ont voté écologiste ont voté parce qu'il y en avait marre des autres. Et je comprends. Je ne crois pas que l'écologie telle qu'elle est défendue aujourd'hui par les Verts ou par Europe Écologie Verts soit une solution. Mais, je comprends qu'on ait voté pour eux, pour dégager les autres. Donc, il y a un dégagisme. Mais il faut donner à ce dégagisme, je dirais, un cerveau froid, une vision et un respect de ce qui est créateur en l'homme et comment rassembler autour de cette création. Je crois qu'il est très important que culturellement, on soit dans l'année Beethoven. Alors, Beethoven, l'hymne à la joie, a été volé par l'Union européenne. Hein. Mais c'est pas, ils n'ont pas volé Beethoven. Ils en ont fait un hymne. Beethoven ne voulait pas d'hymne. Il voulait la célébration des pouvoirs créateurs et le partage de cette célébration entre êtres humains. Et que ce soit beau. Et on le voit pas. Nous, on a fait chanter ça dans des banlieues. Les gens aiment ça, naturellement. Mais
évidemment, c'est l'Union européenne, jouée par des gens qui ne sont pas les meilleurs, en réalité, qui ont de mauvaises intentions par ceux qui les jouent. On a quelque chose qui devient une rengaine et qui n'est pas la réalité. Donc, évidemment, d'une œuvre créatrice. Et Beethoven disait quelque chose de très intéressant. Il disait, même si j'échoue, j'aurais écrit pour les générations futures. Il avait raison. Et il disait autre chose. Eh oui. Il disait, je suis, dans tout ce que je fais, heureux, malheureux. Et ça, je peux être tout à fait d'accord avec lui. Je suis malheureux de voir l'état dans lequel sont mis les gens, et l'exploitation et l'exclusion. C'est exploitation et exclusion en même temps, quand ils sont victimes. Et je suis heureux de me mobiliser contre ça et de voir des gens comme vous se mobiliser aussi contre ça. Donc, évidemment, je ne laisserai pas aux générations futures ce qu'a laissé Beethoven, très loin de là. Mais j'aurai ma petite part, et chacun d'entre nous, doit essayer d'avoir sa petite part. Écoutez, nous, on voit qu'en back-office, vous êtes sans arrêt disponible, malgré le fait que vous ayez un emploi du temps chargé. On a eu l'occasion de travailler un peu avec vos équipes. On voit que c'est multigénérationnel, qu'il y a un peu toutes les compétences et que tout le monde, qu'il y a une ambiance qui est plutôt sympa. On vous sent vraiment avoir envie de transmettre ce que vous savez. Et effectivement, on sent que vous partirez pas dans ces conditions. Donc, nous, on compte beaucoup sur vous. Ça, c'est clair. Comme d'autres, on est pour une convergence. La plupart des citoyens engagés, gilets jaunes ou pas, qui ont fait un gros travail, on parlait des constituants, mais on peut parler des commettants, on peut parler de plein d'autres, de Voter pour vous, de Bruce Duvic, de Adama Traoré, de La Révolution est en marche, et plein d'autres. Il y a déjà un travail de valeur, d'idéaux et de fond qui est bien fait. Et nous, notre souhait, c'est quoi? C'est de pouvoir être capable de ramener tout le monde ensemble et d'être mesure tous ensemble de faire un consensus pour dire, bon, maintenant qu'on est tous ensemble, est-ce qu'on reprend le pouvoir par la rue? Est-ce qu'on reprend le pouvoir par les urnes? Est-ce qu'on reprend le pouvoir? Comment on va se donner les moyens de casser tout ça et de faire un reset sur ce système tout en proposant autre chose? Et ça, c'est toute la grandeur et toutes les surprises et les mystères du monde de demain. Hein. On n'en sait rien. Et de la Comme vraie là, politique. on a des personnes qui pourraient rentrer sur le live. Pour l'instant, personne ne souhaite venir. Pourtant, il y a beaucoup de questions à poser. Hein. On pourrait y passer des heures. Hein. Alors, la vraie politique, c'est pas le régime des partis. La vraie Ouais. politique, c'est un projet, une feuille de route qu'on défend et qui change au fur et à mesure avec les différentes participations des gens qui l'approuvent ou qui le désapprouvent en route. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, qui je pense est fondamentale, c'est comment on s'organise pour le mettre en place. Et là, toute occasion par laquelle un peu de pouvoir passe, il faut la prendre, il faut la saisir et s'organiser en fonction de la meilleure façon de le faire qui donne l'exemple, que les gens voient. Et nous, pour la réforme, c'est pas une réforme, c'est une révolution bancaire, c'est-à-dire pour séparer les banques de dépôt et de crédit et de faire un système de crédit public, au moins comme on avait à la Libération, minimum. En fait, il faudra beaucoup plus. Donc, au moins pour avoir ça, il faut faire une commission parlementaire contrôlée par une convention citoyenne qui traite les vrais problèmes, pas comme celle qu'on a mis pour l'écologie. Celle qu'on a mis pour l'écologie, là, pour la transition écologique, on leur a imposé le sujet, on les a contrôlés. Beaucoup ne voulaient pas participer, on a mis ceux qui étaient convaincus d'avance, et on leur a dit, vous traitez ni du nucléaire, ni de la taxe carbone. Donc, évidemment, vous ne traitez pas des deux questions fondamentales. Quelles que soient les convictions que vous puissiez avoir, ce sont des questions à traiter et à débattre. Donc, on a émasculé les gens, hein, disons-le franchement. Et ils ont fait 149 propositions. Certaines sont bonnes, hein, mais ne touchent pas au fond du problème du tout. Eh oui. Ça, c'est la question. Donc, il faut quelque chose où des gens, éventuellement tirés au sort, sont là pour contrôler une commission parlementaire et qu'il y a un va-et-vient entre les deux et qui est surtout une commission parlementaire toute porte ouverte et avec des pouvoirs qui soient à la fois d'instruction, qu'on puisse aller voir les papiers des banquiers dans les ministères et de juridiction, c'est-à-dire qu'il y a un procureur qui soit là. Parce que c'est une commission parlementaire pour parloter, comme sous Hollande, ou pour parloter auparavant sous Sarkozy, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, il y a ça pour avoir quelque chose dont la discussion sera une discussion, une occasion de donner au peuple un sens de ce qui se passe. C'est ce qu'avait fait la commission Pecora sous Roosevelt aux États-Unis. Et les gens suivaient ça. Et Pecora, la rentrée dedans, vraiment, c'était très dur. Les banquiers se défendaient. Il y en a qui ont été en tôle. Beaucoup ont été en tôle. Parce qu'ils ont dit, ça ne peut pas être comme ça. Aujourd'hui, on voit des choses qui méritent la prison et des gens qui sont en place
au sommet de l'État qui sont préservés. Donc les gens ne croient plus à la loi, ne croient plus à la justice et disent qu'est-ce que c'est? On est en train, nous aussi, comme dans un pays, disons, du Sud, d'entrer dans un État mafieux, un État juridique mafieux, où la loi du plus fort s'impose au détriment des règles de droit existantes. Et ça aussi, c'est un sujet extrêmement important. Et oui, alors, je suis content que vous en parliez parce que aujourd'hui, nous, on fait partie des gens très conscients que l'argent nous domine et que on travaille pour un système qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire que même les valeurs monétaires, aujourd'hui, on le voit, le passage du franc à l'euro, nous ont massacrés. On a Alexandre qui, a priori, voudrait rentrer sur le live pour poser nous 2 questions. Alors, on n'est pas loin de la fin, mais on est en démocratie. Je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir faire intervenir quelqu'un qui est anonyme, qui est anonyme comme moi et qui ne maîtrise pas totalement le système comme nous. Donc oui, si Mathieu Blue, s'il voulait le faire rentrer sur le live, même si c'est la fin, on peut le faire rentrer 2 minutes. Hein. À la fin, on n'a que nos annonces pour l'émission de dimanche à 20h à faire. Et Jacques sera ravi. Jacques adore le contact, adore rencontrer de nouvelles personnes et il n'a pas de questions taboues. Donc on peut y aller. Voilà. Alexandre, si tu veux rentrer, il n'y a aucun problème. Quitte à ce qu'on dépasse un petit peu. Voilà, c'est fait. Bonjour Alexandre. Bonsoir Jérémy, bonsoir monsieur. Bonsoir, Voilà. Alexandre. Donc voilà, je me présente Alexandre, j'ai 41 ans. Disons que je suis demandeur d'emploi. Je suis reconnu handicapé, mais mental. Je ne suis pas handicapé fauteuil roulant, mais je fais plein de choses dans des démarches. Je fais des photos, je fais plein de choses. Je suis rentré un petit peu pas forcément dans la politique, mais je suis rentré un petit peu dans le système, disons, local. Je veux dire, participer aux élections, aller faire des choses, découvrir des choses, voilà. Et donc, je n'arrête pas, je continue, je fais tout ce qui est bénévole, je fais plein de choses. D'accord. Est-ce que alors là, on a quand même quelqu'un qui a une maîtrise et une connaissance aussi bien de notre histoire que des solutions à apporter pour qu'enfin le citoyen soit respecté et puisse avoir un avenir. Est-ce que tu as une question, Alexandre, à Jacques Cheminade? Moi, ce qui me révolte un petit peu, c'est que aujourd'hui, partout en France, on a tous une petite révolte sur notre quotidien, c'est-à-dire sur par exemple sur l'APL, par exemple, ils nous réduisent l'APL, ce qui est un peu gênant pour certains, ceux qui veulent être logés bien comme il faut et puis avoir une bonne vie, quoi, je veux dire. Et c'est ça qui est un peu dérangeant pour certains, pas que pour moi. C'est un constat en fait que tu fais, Alexandre, et tu as raison. Hein. Il est vrai que depuis le mois de janvier de l'année dernière, les appels ont baissé. Donc ça a été effectué en mars 2019. Alors c'est quand même triste dans un pays où des gens se sortent dans la rue pour se plaindre du pouvoir d'achat et au final, en un an et demi, on leur en a encore enlevé en leur faisant croire qu'on avait mis 17 milliards sur la table, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas. On n'est pas dans la réalité. Jacques, vous voulez prendre le relais là-dessus? Oui, je dirais que, Alexandre, ce que vous faites est très bien. Vous ne voulez pas être considéré comme un handicapé, vous voulez être considéré comme quelqu'un qui intervient dans la politique et la vie sociale. Le regard des autres sur les handicapés, c'est en train de changer, heureusement. Mais c'était un regard gêné souvent. Donc, il faut sortir de ça et penser que l'apparence, c'est pas, ou la situation, c'est pas ce qui définit quelqu'un. Ce qui définit quelqu'un, c'est ce qu'il apporte à la société, c'est son cœur, sa générosité, la façon dont il s'engage. Alors évidemment, la réduction des APL, c'est insensé, c'est non seulement injuste, mais c'est stupide parce que ça s'oppose à une intégration sociale, à cette politique-là. Donc, il y a plus que ça. Il y a que pendant le coronavirus, je sais que beaucoup d'handicapés n'ont pas pu recevoir les soins qu'ils recevaient dans une période normale.
Donc, il faut revoir tout cela, revoir toute une intégration sociale en considérant que chacun a le droit d'intervenir dans les affaires de l'autre et dans les affaires de l'État. Et ça, il faut donner les moyens. Donc, les moyens économiques, les APL et bien davantage. Il faut donner les moyens dès l'enfance, où les enfants handicapés puissent être dans les classes. Et pour ça, il faut des classes où il n'y ait pas 32 enfants. Il faut qu'il y ait des classes où il y ait 10 à 15 enfants. Et là, ça crée une solidarité sociale beaucoup plus grande que je peux voir, moi, quand il y a un enfant qui est handicapé. Parce que les autres développent un cœur, développent une générosité et ne sont pas dans une espèce de critique totale vis-à-vis d'eux-mêmes, d'ailleurs. Et il faut recréer ce lien social. Et je crois que, de ce point de vue-là, la présence de gens qui sont comme les autres, sauf dans l'apparence parfois, eh bien, ces gens-là recréent pour les autres une obligation de s'imposer à eux-mêmes avant d'imposer quoi que ce soit aux autres, ce qui doit être fait pour une société. Et je crois que, de ce point de vue-là, cette présence est essentielle pour une société. Alors, j'ai vu, moi, j'ai connu un peu à une époque de ma vie des handicapés. C'est pas du tout ce que les gens pensent, au moins ce que les gens en moyenne pensent. C'était des gens, des jeunes, qui jouaient sur fauteuil roulant au handball, et je vous assure que ça cognait. Hein. C'était des gens qui avaient la pêche et qui étaient vraiment engagés dans quelque chose. C'est pas des gens qui étaient là, restant dans leur façon d'être et de faire. C'est des gens qui voulaient aller au contact de l'autre, qui voulaient aller dans la vie Oui. et qui appréciaient beaucoup les gens qui les voyaient comme ça. Merci pour cette réponse. Alexandre, tu vas rester avec nous. Oui. On va voir Bruno qui va rentrer aussi sur le live. On va finir le live ensemble. On est capable d'accueillir un peu de monde. Donc, Alexandre, si tu es d'accord, tu peux rester avec nous. Le live va se terminer après les interventions, après les questions des intervenants. Pas de problème. Donc oui, eh ben avec grand plaisir, tu restes avec nous et merci d'être venu. Même si tu n'as pas posé une question, aujourd'hui, tu es venu représenter un petit peu le monde du handicap, faire un constat aussi sur la situation économique et sociale. Et on t'en remercie. Vas-y, je t'en prie. Bruno va arriver, mais je t'en prie. Encore une. Je voudrais venir un petit peu sur les voitures électriques et hybrides. Parce que le gouvernement, je crois que c'était au début du mouvement, sur l'augmentation du pétrole, etc. Ils voulaient terminer sur le diesel et ils veulent venir sur l'essence. Et en même temps, la voiture hybride et électrique, c'est extrêmement cher. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se fasse je sais que ça peut être en amont, mais on peut pas être plus vite que l'éclair, quoi. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous Il y a beaucoup de choses à dire. Jacques, je vous en prie, allez-y. Il faut sortir du mépris qu'avait un Griveaux quand il est qu'est-ce que c'est ces gens qui roulent en diesel et qui fument des clopes. Ça, il faut sortir de ce mépris. Et si on sort de ce mépris, on peut toujours trouver une solution. Alors, la solution, évidemment, à mon avis, ce n'est pas les voitures électriques, c'est la voiture à hydrogène. Et la voiture à hydrogène est beaucoup moins polluante dans sa façon dont elle fonctionne. La voiture électrique, on ne pense pas à ce qu'il faut pour produire les batteries et à ce qu'il faut après, une fois que ça ne marche plus. La voiture à hydrogène a moins de problèmes de ce point de vue-là. Et on peut avoir des prix plus bas. Ceci dit, ça suppose une réorganisation des réseaux. C'est pas facile. Et ça, c'est un engagement collectif. Ça ne peut pas être fait, comme vous dites, en claquant les doigts. Ça ne peut être fait que s'il y a un engagement collectif qui pense dans ces termes-là et qui pense dans ces termes de l'avenir. Merci. Alexandre, très bonne question. Bruno, alors je croyais que c'était un Bruno des personnes qui nous regardent, mais en fait, c'est Bruno, une des personnes qui fait partie des commissions qui me contrôle moi pour éviter que je prenne des décisions personnelles dans une démarche collective. Donc, Bruno, ravi de te revoir depuis tout à l'heure. Je te laisse poser ta question, puis discuter et interagir avec Jacques Cheminade et notre ami Alexandre qui est venu. Ok, bonsoir Alexandre, merci pour cette intervention, super. Jacques, bonsoir, heureux de vous rencontrer et de échanger un peu avec vous. Puis nous, on s'est déjà vu ce matin en visio. J'avais plusieurs petites questions, dont une qui concerne en fait l'agricole. Voilà, notamment, je dirais la vente, plutôt l'achat
notamment par les Asiatiques, de quantité d'hectares de terre en France qu'ils font exploiter pour exporter, évidemment, plutôt importer chez eux du blé et d'autres céréales qu'ils font pousser chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Est-ce qu'il serait judicieux d'interdire ce genre de choses pour préserver nos terres? On a le même problème, a priori, avec les forêts, puisqu'on parle de privatiser l'ONF et de vendre un peu les terres à l'encan. C'est un peu, à mon sens, scandaleux. Et une autre chose, j'ai pas fait, alors, pour la petite explication, j'étais en train de modérer en même temps les commentaires d'internautes. Donc, j'écoutais d'une oreille distraite ce que vous disiez. Peut-être que vous en avez parlé. Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de séparer les banques d'affaires des banques de dépôt? C'est un sujet qui a déjà été abordé, je pense. Autre chose, autre sujet, mais toujours dans le financier, la suppression de la dette. Est-ce qu'il est intéressant et possible de supprimer carrément la ligne d'écriture? Alors, les questions que vous posez sont quelque part à bord d'un sujet dramatique. C'est-à-dire, j'ai été le premier depuis 30 ans, et vous ne le savez pas, à défendre ces choses-là, l'annulation de la dette et la séparation, pas des banques d'affaires, des banques de dépôt et de crédit, des banques d'investissement. C'est celles qui spéculent sur les marchés financiers. Les banques d'affaires, c'est déjà pas bien, c'est celles qui gèrent les grandes fortunes. Maintenant, en réalité, en Suisse, vous voyez toutes ces banques d'affaires qui gèrent les grandes fortunes. Maintenant, les banques d'investissement, c'est celles qui spéculent sur les marchés financiers. C'est encore pire. Dans ce sens-là, il faut cette séparation. Et si cette séparation a lieu, on s'apercevra que ces banques d'investissement sont en réalité de fait en faillite, qu'elles n'ont pas les moyens de continuer. Elles ne continuent parce qu'on les nourrit en argent des banques centrales, des États, qu'on sort de nulle part ou de nos poches, ou des deux en même temps. Donc, elles ne vivent que de ça. Elles tomberont en faillite, il faudra organiser leur faillite. Et ça recoupe la question de l'annulation des dettes. Oui, il faut un jubilé. Oui, il faut une annulation des dettes. Et les gens en place, même dans les spéculateurs financiers aux États-Unis, disent on ne l'évitera pas, parce qu'on ne peut pas, avec une telle somme énorme de liquidité, comme ils l'appellent, c'est-à-dire de fausses monnaies qui circulent, on ne peut pas continuer à payer. Donc, eux disent, nous échapperons à cette catastrophe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en mettant notre argent dans l'or, dans du bitcoin, dans je ne sais pas quoi, des crypto-monnaies. Et on échappera à ça. Donc, il faut imposer un jubilé, comme il y a eu dans toute l'histoire, on a annulé les dettes dizaines de fois, mais cette fois-ci, un jubilé en pensant ce qui viendra après. C'est comme la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il faut penser ce qu'on fera après. Et une politique de crédit public, pourquoi? Pour l'école, pour l'hôpital, pour le laboratoire, pour les transports. En France, aujourd'hui, il y a un problème terrible, je ne sais pas si vous le savez, avec les ponts. On a les ponts contrôlés par l'État, qui sont à peu près 10% en très mauvais état, mais ceux qui sont contrôlés par les collectivités territoriales, par les communes, les départements et les régions, ces ponts-là sont en encore pire état parce qu'ils n'ont pas eu les moyens, on n'ont pas donné les moyens. Donc on a une condition terrible à la base même de notre pays, qui est pas seulement insuffisamment financement insuffisant de la recherche, financement insuffisant de la santé publique, financement insuffisant pour l'école et financement insuffisant pour tout ce qui est l'équipement. C'est que, au lieu d'équiper l'homme et la nature, on a tout pensé en fonction de la valeur de la monnaie et des taux d'intérêt. Et ça, c'est, disons, le crime de l'époque. C'est un crime. C'est le désengagement de l'État par rapport aux collectivités locales. C'est l'engagement de l'État au service des mégabanques et des intérêts financiers. Parce que c'est le système britannique, le système que nous aussi on avait sous une forme coloniale, c'est-à-dire ce que m'a dit un Africain, c'est ce qui passe aujourd'hui, ce que vous imposiez aux peuples colonisés, vous êtes en train de l'imposer à votre propre peuple aujourd'hui. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, vous leur avez cogné dessus, votre police, votre administration leur a cogné dessus, exactement comme on cognait contre nous quand on se révolte contre nos dirigeants et que les Français viennent au secours de ces dirigeants parce que ces dirigeants vendent leur pays. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une évolution de la pensée où par-delà la notion de racisme, on se pose vraiment la question qui est bien au-delà, c'est la question sociale et la question du droit de chaque être humain à avoir une part de la richesse commune. Et pour ça, il faut la créer et il faut que chacun ait sa part.
C'est deux choses. D'accord. Je rebondis juste sur une chose. Bon, sur l'histoire des terres, vous n'avez pas répondu, mais sur l'histoire des terres, oui, je vais vous répondre. Mais juste, je rajoute une chose parce qu'on a le même souci avec la privatisation de l'eau en France. Ça commence à sérieusement sentir mauvais. On va nous privatiser des biens communs, des biens de l'humanité. C'est anormal. Ça, c'est un sujet fondamental. Hein. L'eau va être un sujet fondamental en France et dans le monde. Le monde entier va manquer d'eau dans 20 ans à cause du système de privatisation. C'est clair. Partout. C'est pas seulement en France, c'est partout. Donc, c'est un domaine de combat essentiel. Hein, de garder le contrôle de l'eau au niveau des collectivités, en particulier des communes ou des intercoms. Pas le donner à Veolia ou à d'autres. Et pour les terres, s'ils les achètent, c'est que le prix des terres, du fait de la situation de l'agriculture, est relativement bas, et que eux, ils achètent 2 ou 3 fois souvent le prix, 2 fois souvent, et que les gens veulent bien leur vendre parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc là, il y a un problème qui dépasse leur capacité d'achat. C'est que nous, qu'est-ce que nous faisons pour défendre notre souveraineté? Et dans ce domaine-là, dans l'agriculture, on ne le défend pas alors qu'on devrait le défendre, en donnant aux agriculteurs les moyens de produire, les moyens d'organiser des circuits courts et d'aller au-devant de tous les besoins qui sont nécessaires pour assurer notre sécurité, notre souveraineté alimentaire. On ne se fait pas. Et c'est la même chose au niveau militaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les données du ministère de la Défense vont à Microsoft aujourd'hui. C'est Microsoft qui les a. Donc après ça, on peut parler de souveraineté nationale tant qu'on veut. On n'a pas les armes en réalité pour ça. À l'école, Najat Vallaud-Belkacem a fait un accord de 17 millions avec Microsoft sur les modes d'enseignement. Donc partout, tiens, à l'aviation, on a Palantir, qui est une société qui a été fondée par la CIA et qui reste dans les services américains, qui contrôle tous les avions. Pourquoi? Parce qu'ils ont les données. Et il y a eu un contrôle, la main a été mise par ces intérêts-là sur les données que nous leur donnons gratuitement à travers Google et le reste. Hein. Donc, et puis, dans les domaines politiques soutenus par l'État en particulier américain. Je dirais, c'est pas l'État américain, c'est Wall Street, c'est la City, c'est les intérêts qui contrôlent l'État américain. Donc, vous avez ce contrôle de tout. Et là, il faut sortir à la fois en ayant une révolte du peuple et d'avoir sur un point particulier, c'est comme ça qu'il faut l'appeler dans la situation, dans un premier temps, un moyen de nuire. C'est-à-dire d'arrêter, d'avoir un moyen de s'aborder ceux qui lancent contre nous. Parfait, tout ça. Est-ce qu'il est possible, Alexandre, alors on va terminer avec une dernière question d'Alexandre. Est-ce qu'il est possible qu'on passe le lien donc du mouvement de Jacques Cheminade et de son équipe, de son collectif, de manière à ce que si vous voulez rentrer dans des débats de fond, des questions de fond, vous puissiez directement le contacter. Sachez que c'est un résistant, donc c'est une personne qui est abordable et qui parle à tout le monde. Voilà, Jacques Cheminade est un homme du peuple. Comme on a pu recevoir Jean Lassalle, comme on a pu en recevoir d'autres, ce sont des hommes du peuple. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de citoyens engagés qui soient issus de tout univers. Comme on vous l'a déjà dit au sein du Jour se lève, au sein du Jour se lève, on a des gens qui souffrent du pouvoir d'achat, qui travaillent 15 heures par jour, et des gens qui souffrent pas du tout du pouvoir d'achat, mais qui souffrent de pouvoir démocratique pour le bien collectif, et qui travaillent aussi 15 heures par jour. Donc, Alexandre, tu avais une dernière question, si elle est rapide, je t'en prie, pose-la à Jacques, il se fera un plaisir d'y répondre. Oui, je voulais aussi, parce que vous avez intervenu sur les agriculteurs également sur votre intervention. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a moins en moins d'agriculteurs aujourd'hui. Enfin, il y en a encore en France, mais il y en a beaucoup moins parce qu'il y a aussi des suicides, il y a aussi la souffrance financière par rapport aux agriculteurs. Et deuxième chose, je voulais aussi aborder sur la dette de la France. Que pensez-vous? Enfin, est-ce qu'il y a un moyen? Enfin, est-ce que le gouvernement a un moyen de rembourser la dette de la France? Alors, on en a parlé, mais Jacques va représenter un petit peu ce sujet-là sans problème. Actuellement, ce qu'ils disent, c'est profitons-en. Il y a des taux d'intérêt zéro, donc on peut s'endetter tant qu'on veut. Ça s'appelle la théorie monétaire moderne. Mais de cette manière,
si vous êtes un être humain qui est poussé par le goût de gagner de l'argent, vous allez investir en bourse. C'est là que vous gagnez de l'argent. Vous n'allez pas faire une PME, vous n'allez pas faire quelque chose de réel, de physique, de développement. Vous n'avez pas donné de l'argent aux handicapés, ils ne rapportent rien. Donc, vous n'avez pas donné de l'argent à Jacques Cheminat, encore, c'est un dissident. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez investir directement là où on caresse dans le sens du poil la cupidité des gens. Et c'est là la façon dont ils achètent les gens, avec devant nous une possibilité d'effondrement de tout château de cartes. Il y avait, avant la Révolution française, un peintre qui s'appelait Chardin, qui avait présenté un jeune homme avec des cartes qui tenaient mal les unes sur les autres, et ça s'appelle le château de cartes. Et c'est exactement dans le point où en est notre économie. Ça, c'est une chose. Et l'État, si les citoyens organisent quelque chose, alors nous avions nous-mêmes présenté un texte sur la séparation bancaire, un projet de loi. Alors, ça a été présenté sous forme d'amendement par la France insoumise. Mais après, ils l'ont bien négligé. Mais ils l'ont présenté sous forme d'amendement, c'est évidemment rejeté. Et c'est sur la table, il n'y a pas le pouvoir social, le pouvoir du peuple pour le porter. Donc, c'est le début. Si on veut faire quelque chose, il faut d'abord assainir. Et quand on assainit, ce qui est douteux ou sale, on l'écarte. Et ça, c'est les secteurs spéculatifs des banques. Après, on verra si on en a nationalisé d'autres, de dépôt de crédit, si elles se comportent mal. Dans un premier temps, c'est surtout assainir et éliminer les vers qui sont dans la pomme. Ils sont très gros, les vers. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que si, pour répondre à votre question, si on voit les rapports de force, ils deviennent de moins en moins en faveur par le nombre des gens en place, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui gagnent des sommes fabuleuses. Et les gens le savent aujourd'hui, ils le voient, et ils ont un sens de ça. Maintenant, ils n'ont pas le sens comment on peut faire autre chose. Donc nous, on a fait ce Soyons résolus de ne plus servir l'oligarchie pour donner des pistes sur comment faire autre chose, sur les sujets fondamentaux. Ça commence en effet parce que Roosevelt appelait le Glass-Steagall, la séparation des banques de dépôt de crédit et de l'autre côté, les sociétés d'assurance aussi, et les banques qui investissent dans les marchés financiers et les banques d'affaires. Ensuite, c'est le crédit public. Pour ça, il faut une banque nationale. Pour ça, il faut un plan. Alors Macron, qui est malin, il fait le Haut Commissariat au plan. C'est le pure parole. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui était constitué comme le commissariat au plan, qui était les intérêts de l'État, où il y avait des gens. Avec une erreur. Dans le commissariat au plan, on fixait des objectifs et des clignotants. Et si on se déplaçait en dehors de l'objectif, on rétablissait les clignotants, on remettait la direction. Je pense qu'il y a des changements en cours de route. Et dans cela, c'est le peuple qui doit décider dans quelle direction on veut aller, même si on change en cours de route. Mais ça doit être fait en l'accordant comme un instrument de musique, avec des orientations de chacun pour voir comment on peut l'accorder mieux. Alors, ça, c'est, disons, la manière dont il faut encourager les gens pour dire, vous avez des armes, il y a un viseur. Le viseur, on vise l'oligarchie financière et on sort le poing pour la frapper. Et évidemment, c'est pas suffisant. Il faut avoir une arme qui permette de mettre en place notre système économique, politique, social et culturel. N'oublions pas la culture. N'oublions pas ces enfants qui rentrent à la maternelle et qui, dès la maternelle, moi j'ai une femme qui travaille en maternelle qui m'a dit, dès la maternelle, on peut savoir ceux qui réussiront ou pas. Parce qu'on n'a pas les moyens, avec parfois 20, 30 élèves, il en faudrait 8 ou 10. Avec 20 ou 30 élèves, on n'a pas les moyens d'assurer que tous iront dans un sens qui serait nécessaire, et ceux qui sont dépourvus par le milieu familial ou par autre chose, ceux-là, on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc c'est dramatique. C'est dramatique dans l'enseignement français. Dans tout l'enseignement français, on est très bon pour les 10% qui réussissent très bien. On est les premiers dans le monde. Mais si on les peut pas les premiers, mais on est les premiers. Si on les prend tous, alors on va en queue de peloton. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe pas des 90% restants. On a une société culturellement inégalitaire, les plus inégalitaires au monde. Un peu moins sur le plan économique, mais sur le plan de culture, c'est énorme. Ouais, vous avez raison. Est-ce qu'en back-office, on peut remettre… Vous aviez un magazine que vous aviez écrit dans lequel il y a des choses encore pertinentes qui sont dites, donc j'aurais bien représenté… Ça, c'est notre journal. Ça, c'est votre journal. Vous nous en parlez un peu? Oui, ça, c'est… Vous nous en parlez, on va le laisser à l'écran. Oui. C'était Nouvelle Solidarité. Ça, c'est 23 novembre 2018. Et mon éditorial, que j'ai ici, d'ailleurs aussi devant moi, c'était Servir le peuple, guérir la France. Il disait, on ne doit pas imposer à un hôpital la loi financière que défend l'État.
c'est l'État qui doit fonctionner comme un hôpital pour le bien commun et pour le soin. Et de ce point de vue-là, évidemment, on doit voir quelles institutions le permettent. Et aujourd'hui, avec le Ségur de la santé, on a essayé d'acheter les gens, on ne les a pas achetés. Mais on a essayé, au lieu de mettre en place un système qui permette à un hôpital d'avoir une situation où il n'est pas juste à temps, où il n'est pas dans les flux tendus, où il crée les moyens pour l'avenir, les stocks ou les moyens pour l'avenir. Et on a des gens formidables parmi les soignants. Si on les applaudissait tous les soirs à 8 heures, c'est parce qu'ils sont des gens formidables. Mais ils avaient un système qui ne correspond pas du tout à l'expression de leur passion, d'où aujourd'hui, il y a un problème très grave. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont prêtes à partir, et qui partent. Oui. C'est très grave. Oui. Bon, on n'a pas tout dit, mais comme on l'a dit, ça pourrait durer des heures. On va vous retrouver, nous, donc dimanche soir, jusqu'à la fin de l'été, pour vous parler de nos projets en cours, pour vous nous parler ou intervenir ou mettre en lumière d'autres projets, d'autres collectifs, comme on a l'habitude de le faire depuis le début. Sachez qu'à partir du lundi 31 août jusqu'au vendredi 4 septembre, vous aurez des lives tous les jours sur cette semaine-là, avec un live spécial le vendredi 4 septembre, où chaque cheminade sera évidemment conviée. On a quelques bonnes surprises pour vous. On n'arrive pas les mains vides. Effectivement, on est pour l'union, on est pour la convergence. On aurait aimé pouvoir redonner le pouvoir au peuple tout de suite dès le mois de juillet 2020 ou tout de suite dès la rentrée 2020. Ça va être difficile. On est face à tous les pouvoirs en place. Mais grâce à nos idées, notre motivation et notre espoir, ne doutons pas de nous. Faisons-nous confiance au moins le temps d'un combat et tout sera possible. Je vais laisser mes intervenants dire au revoir. On va commencer par Alexandre. On finira par Jacques qui dira au revoir à tout le monde avant qu'on passe le jingle de fin. Alexandre, je t'en prie. Bonne soirée à tous. En tout cas, pour ma part, je reste avec vous. Merci. Je veux juste vous souhaiter bonne soirée. Puis bon courage pour ceux qui travaillent dans leur quotidien. Voilà. Merci Alexandre. Bruno? Bien. Eh ben, Jacques, merci d'être intervenu dans ce live. Ça nous a fait plaisir. Voilà. Jacques, le mot de la fin, Jacques. Un mot de la fin, je vais citer quelques secondes et plusieurs minutes. Vous choisissez. Non, c'est quelques secondes. Je vais citer quelqu'un qui, par ailleurs, n'avait pas toujours un comportement parfait, mais qui a acquis quelque chose de très intéressant. C'est Aragon. Il disait, quand les blés sont sous la grêle, c'est pour répondre à l'agriculture, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Et je crois qu'il y a ce sens de l'unité qu'il avait bien vu. Il n'a pas toujours été à la hauteur, et pas souvent, de ce qu'il a dit, mais c'est très bien dit. Et je crois que nous devons penser à cela en pensant comment nous allons nous unir. C'est l'unité dans la diversité. C'est ce qui a fait l'histoire humaine. Sur ces mots, bonne soirée à tous. Bruno, je t'avais coupé quelques secondes, donc du coup, tu peux dire au revoir. Non, au revoir à tous. Une fois encore, merci à Jacques d'être intervenu. La porte est ouverte. Il n'y a pas de souci. Merci, Jérémy. Au revoir, Alexandre aussi. Au revoir, Bruno. Merci. Au revoir, Jacques. À tout de suite. À tout de suite en back office. Et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Allez, bonne soirée à tous. C'était Le Jour se lève.